Il existe, dans l'histoire des nations, des moments où la certitude devient si profonde qu'elle cesse d'être interrogée. Dans l'Angleterre du début de l'époque victorienne, cette certitude prenait la forme d'un mouvement irrésistible vers l'avant, comme si le monde lui-même s'ouvrait avec docilité devant la volonté humaine. Les rails de fer s'étendaient à travers les campagnes, reliant villes et villages dans un réseau toujours plus dense, tandis que les cheminées des usines exhalaient une fumée noire, signe visible d'une puissance nouvelle, presque inquiétante dans son ampleur. Les journaux circulaient d'une main à l'autre, rapportant des nouvelles venues de contrées lointaines, de l'Inde, de la Chine, des côtes africaines, et donnant à ceux qui les lisaient l'impression que la planète entière pouvait désormais être comprise, mesurée, peut-être même maîtrisée. Pourtant, au nord du continent américain, là où les cartes perdaient leur netteté, subsistait une énigme, une vaste étendue blanche, esquissée à peine, comme si les cartographes eux-mêmes hésitaient à imposer des lignes sur un territoire qui refusait toute définition. Cette région n'était pas seulement un espace géographique inconnu, elle représentait une question, et dans une époque convaincue que toute question appelait une réponse, cela suffisait à éveiller l'imagination. Le passage du Nord-Ouest, une voie maritime reliant l'Atlantique au Pacifique à travers l'Arctique, n'était pas simplement un objectif commercial. Il était devenu une idée, presque une promesse, suspendue au-dessus de l'horizon glacé. Dans les salons éclairés à la bougie, parmi les voix feutrées et les conversations savantes, on évoquait ces routes invisibles avec une confiance tranquille. Si les navires pouvaient désormais traverser les océans avec une régularité croissante, si la vapeur pouvait suppléer aux caprices du vent, alors pourquoi la glace elle-même ne céderait-elle pas? Cette logique, douce et persuasive, s'insinuait dans les esprits sans résistance. Elle reposait sur une observation simple. Jusqu'ici, chaque obstacle rencontré par l'ingéniosité humaine avait fini par être surmonté. Il semblait naturel de penser que l'Arctique ne ferait pas exception. Mais cette confiance ne naissait pas seulement des machines. Elle s'enracinait dans une vision du monde plus vaste, presque morale. Beaucoup, en Grande-Bretagne, voyaient dans leur prospérité une forme de confirmation, non seulement de leur habileté, mais de leur rôle dans l'ordre du monde. L'exploration devenait alors plus qu'une entreprise scientifique ou commerciale. Elle prenait une dimension presque spirituelle, comme si découvrir et cartographier revenait à accomplir une sorte de devoir inscrit dans le destin national. Les mers inconnues n'étaient pas seulement des défis, elles étaient des appels. Et pourtant, loin de ces idées élevées, la vie quotidienne suivait un rythme bien plus humble. Dans les rues de Londres, les ouvriers se levaient avant l'aube, leur journée rythmée par le travail répétitif des docks ou des ateliers. Les commerçants surveillaient leurs comptes avec prudence, conscients de la fragilité des marchés. Le dimanche, les églises se remplissaient de fidèles, et dans les sermons, on parlait de devoir, de discipline, de persévérance, des vertus qui, sans le savoir, préparaient aussi les esprits à accepter les sacrifices de l'exploration. Car l'Arctique, malgré tout, n'était pas un rêve romantique pour ceux qui l'avaient vu de près. Les récits des expéditions précédentes évoquaient un monde dur, presque immobile, où la mer elle-même pouvait se figer pendant des mois. Les marins parlaient de navires emprisonnés dans la glace, de nuits interminables où le soleil disparaissait entièrement, de corps affaiblis par le froid et le manque de nourriture fraîche. Et pourtant, ces récits ne décourageaient pas. Ils étaient écoutés avec une fascination mêlée de respect, comme si la difficulté elle-même renforçait la valeur de l'entreprise. Il y avait aussi dans ces histoires une certaine beauté. Les aurores boréales, décrites comme des voiles lumineux suspendus dans le ciel, le silence profond qui enveloppait les paysages gelés, le craquement lent et régulier de la glace autour des coques de bois. Ces images nourrissaient une vision paradoxale de l'Arctique, à la fois hostile et sublime, dangereux et attirant. C'était un lieu où l'homme pouvait éprouver ses limites, mais aussi affirmer sa capacité à les dépasser. Les expéditions arctiques n'étaient pas improvisées. Elles étaient organisées avec une rigueur presque militaire. Les navires étaient renforcés, leurs coques épaissies pour résister à la pression de la glace. Les équipages étaient sélectionnés avec soin, choisis pour leur discipline autant que pour leurs compétences. On embarquait des provisions en abondance, viande salée, biscuits durs, conserves, instruments scientifiques, livres, même des instruments de musique destinés à maintenir le moral pendant les longs mois d'immobilité. Tout semblait prévu, calculé, anticipé. Et pourtant, quelque chose échappait à ces préparations minutieuses.
l'Arctique ne se comportait pas comme les mers du Sud. Là où les tempêtes tropicales pouvaient être violentes mais brèves, la glace imposait une autre forme de danger, plus lente, plus insidieuse. Elle ne détruisait pas toujours immédiatement, elle retenait, immobilisait, transformant le temps lui-même en épreuve. Être piégé dans les glaces ne signifiait pas seulement attendre, cela signifiait survivre dans une immobilité prolongée où chaque jour ressemblait au précédent, où l'espoir dépendait d'un dégel incertain. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, la distance adoucissait ces réalités. Les journaux préféraient relater les succès, les cartes complétées, les routes découvertes. L'échec, lorsqu'il survenait, était souvent transformé en sacrifice noble, en preuve supplémentaire de courage. Dans les écoles, les enfants apprenaient les noms des explorateurs, comme on apprend ceux des héros. L'Arctique devenait une scène sur laquelle se jouait une certaine idée de la grandeur britannique. Mais au cœur de cette confiance, il y avait aussi des silences. Peu de gens prêtaient attention aux connaissances des peuples inuits, qui vivaient dans ces régions depuis des générations. Leur compréhension du territoire, des cycles de la glace, des migrations animales, des dangers invisibles, restait largement ignorée. Les Européens faisaient confiance à leurs cartes, à leurs instruments, à leurs méthodes. Cette confiance, fondée sur des succès ailleurs, semblait suffisante. Ainsi, lorsque l'idée d'une expédition finale, bien équipée, capable de compléter enfin le passage du Nord-Ouest, commença à prendre forme, elle ne parut pas audacieuse. Elle parut logique, presque inévitable. Chaque tentative précédente avait repoussé un peu plus les limites du connu. Il ne restait sur la carte qu'un espace relativement étroit, un dernier fragment blanc à combler. Si l'on s'était tenu, à cette époque, devant l'une de ces cartes, en observant les lignes tracées avec précision, il aurait été facile de croire que la solution n'était plus qu'une question de temps. Après tout, le progrès semblait constant, régulier, presque garanti. Les machines s'amélioraient, les connaissances s'accumulaient, la discipline de la Royal Navy restait incontestée. Et pourtant, ce qui allait suivre ne commencerait pas comme une tragédie. Il commencerait comme une continuation, une étape de plus dans une histoire déjà longue, portée par des hommes convaincus qu'ils ne faisaient qu'achever ce que d'autres avaient commencé. Ils n'étaient pas des rêveurs imprudents. Ils étaient les produits d'un système, d'une époque, d'une foi collective dans l'ordre, la méthode et la persévérance. Dans ce contexte, l'Arctique n'était plus seulement une énigme. Il était devenu un test, peut-être le dernier, de cette conviction profonde que le monde, dans toute sa complexité, pouvait être compris, mesuré et finalement traversé. Avant même que les glaces ne se referment sur les coques des navires, avant que le silence de l'Arctique ne devienne définitif, il y eut un homme, non pas une figure mythique, mais un être façonné lentement par les exigences de son époque. Sir John Franklin n'était pas né pour être une légende. Rien dans son enfance ne laissait présager qu'il deviendrait le centre d'un des plus grands mystères de l'exploration. Il appartenait à cette classe moyenne émergente, sérieuse et disciplinée, où la respectabilité importait davantage que l'éclat. Son père, commerçant à Lincolnshire, valorisait la stabilité, l'ordre et une certaine retenue morale. Dans cette maison, on ne rêvait pas à voix haute, on avançait avec constance. Enfant, Franklin n'était ni particulièrement robuste, ni remarquable par une intelligence flamboyante. Il était réfléchi, appliqué, d'une patience presque silencieuse. Ses qualités, dans une société où la discipline primait sur le génie individuel, constituaient un atout discret mais durable. Très jeune, il entra dans la Royal Navy, comme tant d'autres garçons cherchant à construire leur avenir par le service plutôt que par héritage. À bord des navires, il apprit rapidement que la mer n'accordait aucune indulgence. La vie de midshipman était rude, structurée à l'extrême. Les journées étaient découpées par le son régulier des cloches, chaque quart imposant son lot de tâches répétitives et de vigilance constante. Franklin apprit à calculer la latitude et la longitude avec précision, à lire le ciel et les instruments, à obéir sans hésitation. Sur le pont, il n'y avait pas de place pour l'indécision. Les ordres étaient donnés une fois, et leur exécution immédiate conditionnait souvent la survie du navire. Les repas étaient simples, presque austères, viande salée, biscuits durs, parfois infestés de charançon, pois secs bouillis dans de l'eau fade. Le confort était inexistant. Les hamacs suspendus offraient un repos instable, bercé par les mouvements constants du navire.
La promiscuité effaçait toute notion d'intimité. Pourtant, dans cet environnement contraignant, Franklin trouva une forme d'équilibre. Il ne cherchait pas à briller, mais à durer. Sa formation se déroula pendant une période de guerre quasi permanente. Les conflits contre la France napoléonienne dominaient l'horizon stratégique de la Grande-Bretagne. La mer était à la fois champ de bataille et ligne de vie. Franklin participa à cette réalité brutale, où les combats navals étaient rapides, violents, souvent décisifs. Le fracas des canons, les éclats de bois arrachés des coques, les cris des blessés, tout cela formait une expérience qui laissait peu de place à l'illusion. Mais de cette violence, Franklin retint autre chose que la peur. Il observa. Il apprit à reconnaître l'importance de la structure, de la chaîne de commandement, de la discipline collective. Là où le chaos semblait régner, il voyait que l'ordre, même fragile, pouvait maintenir un navire à flot. Cette conviction ne le quitterait jamais. Sa progression dans la hiérarchie navale fut régulière, sans éclat spectaculaire. Il n'était pas un héros flamboyant, mais un officier fiable. Il tenait des journaux précis, consignait ses observations avec soin et accomplissait ses devoirs sans chercher à attirer l'attention. Cette constance, dans un système qui valorisait autant la réputation que la compétence, lui permit d'avancer. Lorsque les grandes guerres navales prirent fin, une nouvelle ère s'ouvrit pour la Royal Navy. Les navires, autrefois instruments de guerre, furent réorientés vers l'exploration. La mer restait un territoire à conquérir, mais désormais avec des cartes, des instruments scientifiques et des objectifs géographiques. Franklin, déjà marqué par des années de service, trouva dans cette transition une nouvelle voie. Ses premières expéditions arctiques, au début du XIXe siècle, ne ressemblaient en rien aux missions soigneusement planifiées qui viendraient plus tard. Elles étaient incertaines, dépendantes de chaînes d'approvisionnement fragiles, exposées à des conditions extrêmes que peu de Britanniques comprenaient réellement. Il ne s'agissait plus de naviguer, mais de survivre. Dans ces terres du Nord canadien, Franklin découvrit une autre forme de difficulté, plus lente, plus implacable. Le froid n'était pas un événement, mais une présence constante. La faim n'arrivait pas brutalement, mais s'installait, jour après jour, à mesure que les réserves diminuaient. Les distances semblaient s'étirer indéfiniment, chaque progrès coûtant plus qu'il ne rapportait. Son premier grand voyage terrestre fut une épreuve qui marqua profondément sa réputation. Les vivres vinrent à manquer. Les hommes s'affaiblirent, certains moururent. Des récits évoquèrent des actes désespérés, presque impossibles à accepter pour une société victorienne attachée à l'idée de dignité en toutes circonstances. Et pourtant, Franklin survécut. Il ramena ses hommes, du moins ceux qui restaient, et avec eux des cartes, des observations, une connaissance accrue de ces territoires hostiles. De retour en Angleterre, la réalité de cette souffrance fut transformée. Les journaux parlèrent de courage, d'endurance, de réussite. Franklin fut célébré, anobli, présenté comme un homme capable de résister là où d'autres auraient cédé. Les critiques, plus discrètes, évoquaient ses hésitations, ses erreurs de jugement. Mais dans l'imaginaire public, il devint une figure de persévérance. Sa vie, cependant, ne se limita pas à l'Arctique. Il occupa également des fonctions administratives, notamment en tant que lieutenant-gouverneur en Tasmanie. Là, dans un environnement radicalement différent, il dut faire face à des défis d'un autre ordre, politiques, sociaux, humains. Gouverner une colonie ne relevait pas de la discipline navale. Il fallait négocier, s'adapter, composer avec des intérêts divergents. Franklin, fidèle à lui-même, privilégia la structure et l'ordre, mais cette rigidité qui lui avait servi en mer se révéla moins efficace dans un contexte civil. Les tensions s'accumulèrent, les critiques se firent plus nombreuses. Finalement, il fut rappelé en Angleterre, son mandat laissant une impression mitigée. Ce n'était pas un échec complet, mais ce n'était pas non plus une réussite éclatante. De retour dans son pays, Franklin était un homme expérimenté, respecté, mais déjà âgé. Il approchait la soixantaine, un âge où beaucoup auraient choisi le repos. Pourtant, l'appel de l'exploration persistait. Peut-être y voyait-il une manière de donner un sens définitif à sa carrière. Peut-être ressentait-il, comme tant d'autres à son époque, que certaines œuvres ne pouvaient être laissées inachevées. Lorsque l'amirauté envisagea une nouvelle expédition pour compléter le passage du Nord-Ouest, son nom apparut parmi les candidats. Certains s'étonnèrent, d'autres approuvèrent. Il n'était pas le plus jeune, ni le plus adaptable, mais il incarnait quelque chose de plus difficile à mesurer, la confiance.
Franklin n'était pas un homme de grandes déclarations. Il ne cherchait pas à convaincre par des discours. Sa force résidait dans une constance presque tranquille, une capacité à avancer sans agitation, à maintenir le cap même lorsque les conditions devenaient incertaines. Dans une époque où la stabilité était valorisée, cela suffisait. Il accepta la mission sans éclat. Pour lui, ce n'était pas une aventure exceptionnelle, mais une continuation. Une dernière étape peut-être, dans une vie consacrée à la mer. Il savait, mieux que beaucoup, ce que l'Arctique pouvait imposer. Mais il savait aussi ce que la discipline pouvait accomplir. À cet instant précis, rien ne laissait encore entrevoir l'issue. Franklin n'était pas un homme marchant vers la tragédie. Il était un officier expérimenté, investi d'une tâche claire, soutenu par une nation convaincue de ses capacités. Ce qui allait suivre ne dépendrait pas seulement de lui, mais de quelque chose de plus vaste. Un environnement qui ne répondait ni à la logique, ni à la volonté. Et pourtant, c'est avec cette confiance calme, presque silencieuse, qu'il s'apprêtait à repartir vers le nord, là où les cartes s'interrompaient encore. Bien avant que son nom ne soit associé à une disparition totale, bien avant que ses navires ne deviennent des silhouettes figées dans la glace, John Franklin avait déjà connu l'Arctique sous une forme bien plus intime, presque brutale. Ses premières expéditions n'avaient rien de ces entreprises parfaitement équipées que l'on imaginerait plus tard. Elles relevaient d'une exploration encore incertaine, où chaque décision semblait prise à la frontière entre calcul et improvisation. En 1819, lorsqu'il reçut l'ordre de mener une expédition terrestre pour cartographier la côte nord de l'Amérique, les instructions étaient claires dans leur objectif, mais vagues dans leur exécution. Il fallait avancer vers l'ouest depuis la baie d'Hudson, relever les contours du littoral, puis revenir avec des informations exploitables. Sur le papier, la mission paraissait raisonnable. Sur le terrain, elle s'avéra presque insaisissable. Contrairement au voyage maritime, cette expédition plongeait Franklin et ses hommes dans un monde dépourvu de toute structure familière. Les ponts de bois furent remplacés par des canoës fragiles, les cabines par des tentes exposées au vent, les horloges réglées par les cloches par le rythme imprévisible du climat. Chaque jour dépendait de facteurs impossibles à maîtriser, la météo, la disponibilité de nourriture, l'état des hommes. Le groupe était composé d'officiers britanniques, de marins, de voyageurs expérimentés dans la navigation fluviale et surtout de guides autochtones, dont la connaissance du territoire s'avéra rapidement indispensable. Mais dès les premières semaines, des difficultés apparurent. Les distances étaient mal estimées. Les routes fluviales se révélaient plus complexes que prévu. Les portages, ces passages où les embarcations devaient être transportées à la main sur des kilomètres, épuisèrent les hommes. Le froid, même en été, ne disparaissait jamais complètement. Les nuits restaient mordantes, les vêtements humides peinaient à sécher, et les corps s'adaptaient lentement à un environnement qui ne pardonnait aucune erreur. Au début, les provisions semblaient suffisantes, mais au fil des semaines, la consommation dépassa les prévisions. Les retards s'accumulèrent, et avec eux, une inquiétude silencieuse. La faim ne surgit pas soudainement. Elle s'installa progressivement, comme une présence constante, une fatigue qui ne disparaissait jamais vraiment. Les rations furent réduites. Les hommes commencèrent à surveiller leurs portions, à compter les jours. Les tentatives de chasse ne donnaient pas toujours les résultats espérés. Les animaux se faisaient rares ou difficiles à atteindre dans ce paysage ouvert et sans abri. C'est dans ces moments que la différence entre les savoirs apparut clairement. Les guides autochtones comprenaient les cycles de migration, les signes subtils du terrain. Ils savaient où chercher, comment se déplacer sans gaspiller d'énergie. Les Européens, eux, s'appuyaient sur des cartes incomplètes et des méthodes rigides. Franklin lui-même dut apprendre lentement à écouter, à adapter ses décisions. Mais cet apprentissage ne se fit pas sans tension. À mesure que les ressources diminuaient, l'ordre social commença à se fragiliser. La discipline navale, si efficace en mer, perdait de sa force sur terre. La hiérarchie restait présente, mais la réalité du terrain imposait une forme d'égalité brutale. La faim ne distinguait pas les grades. Certains hommes s'affaiblirent rapidement. D'autres tentaient de maintenir les apparences, refusant de montrer leur fatigue. Puis vint le moment où la situation devint critique. Les réserves étaient presque épuisées. Les corps étaient amaigris, les esprits fatigués. Les décisions prises alors n'étaient plus guidées par la planification, mais par la nécessité immédiate. Des récits ultérieurs évoquèrent des actes extrêmes,
difficiles à confirmer dans tous leurs détails, mais révélateurs de la pression exercée par cet environnement. La frontière entre survie et désespoir devint floue. Franklin, dans ce contexte, ne céda pas à la panique. Sa nature ne le permettait pas. Il continua à maintenir une forme de structure, aussi fragile soit-elle. Il distribuait les rations avec équité, organisait les déplacements, tentait de préserver un semblant d'ordre. Mais il n'était pas insensible à la gravité de la situation. Il voyait ses hommes décliner et savait que chaque décision pouvait en condamner certains. Lorsque les survivants finirent par regagner une zone plus sûre, le coût humain était évident. Sur les 20 hommes initiaux, plus de la moitié avaient péri. Ce n'était pas une victoire. Mais ce n'était pas non plus un échec complet. Les cartes rapportées, les observations recueillies, constituaient une avancée réelle dans la connaissance du territoire. En Angleterre, cette complexité fut simplifiée. Les récits publiés mirent en avant le courage, la persévérance, l'endurance face à l'adversité. Franklin fut célébré comme un homme capable de traverser l'extrême et d'en revenir. Les détails les plus sombres furent atténués, transformés ou ignorés. Le public ne voyait pas la lente désagrégation des corps et des esprits, mais une histoire de détermination. Et pourtant, Franklin lui-même ne pouvait oublier. Cette expédition lui avait appris que l'Arctique ne pouvait être abordé comme un simple problème technique. Il avait vu à quel point les plans pouvaient échouer face à l'imprévisible, à quel point la survie dépendait de l'adaptation plutôt que de la rigidité. Lorsqu'il repartit en 1825 pour une seconde expédition terrestre, ces leçons furent partiellement intégrées. La logistique fut améliorée. Les relations avec les communautés autochtones furent mieux établies. Les itinéraires furent choisis avec plus de prudence. Cette fois, les pertes furent moindres et les résultats plus solides. Une partie importante de la côte fut cartographiée avec précision. Ce succès renforça une idée déjà présente, que l'expérience permettait de corriger les erreurs, que chaque expédition rendait la suivante plus sûre. C'était une vision rassurante, cohérente avec l'esprit de l'époque. Elle laissait entendre que le progrès était cumulatif, que les échecs n'étaient que des étapes vers une réussite finale. Mais cette vision comportait une limite. Elle supposait que l'environnement restait constant, que les leçons apprises pouvaient être appliquées directement. Or, l'Arctique n'était pas un terrain stable. Ses conditions variaient d'une année à l'autre, d'une région à l'autre. Ce qui avait fonctionné une fois ne garantissait rien pour la suivante. Franklin, à travers ses expériences, se trouvait à la croisée de ces deux réalités. Il avait connu l'échec et le succès, la faim et la reconnaissance. Il comprenait les dangers, mais il avait aussi survécu à eux. Et dans une société qui valorisait la résilience, cela suffisait à nourrir la confiance. Ses premières expéditions ne furent pas seulement des voyages, elles furent des épreuves fondatrices, qui façonnèrent la manière dont Franklin percevait l'Arctique, et, plus important encore, la manière dont les autres le percevaient. Il n'était plus un officier parmi d'autres, il était devenu un homme qui avait vu le Nord et en était revenu. Mais ce retour en réalité portait déjà en lui une ambiguïté, car survivre une fois à l'Arctique pouvait être interprété de deux façons, comme une preuve de sa dangerosité, ou comme une preuve que l'on pouvait le traverser. Au milieu des années 1840, la Grande-Bretagne semblait avancer avec une assurance qui dépassait la simple confiance pour s'approcher d'une forme de certitude tranquille. Le progrès n'était plus une promesse abstraite, il était visible, tangible, inscrit dans le quotidien. Les locomotives traversaient les paysages à une vitesse qui, une génération plus tôt, aurait semblé irréelle. Les ponts de fer enjambaient des rivières autrefois considérées comme des obstacles naturels. Dans les villes, les machines rythmaient les journées, imposant une cadence nouvelle à la vie humaine. Cette transformation ne se limitait pas aux infrastructures. Elle modifiait la manière même dont les Britanniques concevaient le monde. Si la vapeur pouvait dompter la distance, si l'ingénierie pouvait remodeler les rivières et les montagnes, alors il devenait presque naturel de penser que les limites géographiques elles-mêmes n'étaient que temporaires. L'Arctique, avec ses étendues blanches et silencieuses, apparaissait dès lors non comme une frontière définitive, mais comme un problème encore non résolu. Dans les salles de l'amirauté, cette idée prenait une forme plus concrète. Les cartes de l'Arctique canadien étaient étalées sur de grandes tables, parcourues de lignes tracées par des expéditions successives. À l'est et à l'ouest, les contours avaient été progressivement définis. Il ne restait au centre qu'une portion encore incertaine,
un espace qui sur le papier semblait désormais suffisamment réduit pour être franchi. Les discussions n'étaient pas improvisées. Elles reposaient sur des années d'expérience accumulées, sur des rapports détaillés, sur des observations scientifiques. Les noms de Parry, de Ross et d'autres explorateurs résonnaient comme des étapes dans une progression continue. Chacun avait ajouté une pièce au puzzle. Il ne manquait plus qu'un dernier effort pour achever l'ensemble. Mais ce qui distinguait cette période des précédentes, c'était la présence de nouvelles technologies, perçues comme des garanties supplémentaires. Les navires pouvaient désormais être équipés de moteurs à vapeur auxiliaires, capables de les propulser même en l'absence de vent. Le bois des coques pouvait être renforcé par des plaques de fer, offrant une résistance accrue face à la pression de la glace. Les systèmes de chauffage, améliorés, promettaient de rendre les longs hivers plus supportables. Et surtout, il y avait les conserves. Cette innovation, encore relativement récente, représentait aux yeux de beaucoup une solution élégante à l'un des plus grands défis des expéditions polaires, la conservation de la nourriture. Là où les voyages précédents dépendaient de viande salée ou de ressources locales incertaines, les boîtes métalliques permettaient d'emporter des quantités importantes de nourriture variée, censée rester consommable pendant des années. Cette promesse, simple en apparence, renforçait considérablement la confiance dans la capacité à survivre à des séjours prolongés dans des environnements isolés. Dans les cercles scientifiques, l'Arctique n'était pas seulement un objectif géographique, il représentait un champ d'étude. Les phénomènes magnétiques près du pôle fascinaient les chercheurs. Les données météorologiques, rares et précieuses, pouvaient enrichir la compréhension globale du climat. Explorer ces régions, c'était aussi participer à un effort intellectuel, inscrire la Grande-Bretagne dans une quête de connaissances universelles. Le public, quant à lui, suivait ces développements avec un intérêt mêlé de fierté. Les journaux publiaient des gravures de navires affrontant des paysages glacés, images à la fois dramatiques et stylisées. Dans les écoles, les enfants apprenaient les noms des explorateurs, leurs routes, leurs exploits. L'Arctique devenait une scène où se jouait une certaine idée de la grandeur nationale. Et pourtant, cette vision collective reposait sur des hypothèses rarement remises en question. Elle supposait que les innovations techniques pouvaient compenser les limites humaines, que la planification pouvait anticiper l'imprévisible. Elle négligeait, souvent sans s'en rendre compte, la complexité propre à l'environnement arctique. Car la glace n'était pas un obstacle fixe. Elle se déplaçait, se fracturait, se recomposait sous l'effet des vents et des courants. Les cartes, aussi précises soient-elles, ne pouvaient capturer cette dynamique. Un passage ouvert une année pouvait être totalement bloqué la suivante. Une route théoriquement navigable pouvait devenir un piège. Les communautés inuites, qui vivaient dans ces régions depuis des générations, avaient développé une compréhension fine de ces variations. Leur mode de vie reposait sur l'adaptation constante, suivre les migrations animales, construire des abris temporaires, ajuster les déplacements en fonction des saisons. Leur connaissance n'était pas théorique, mais pratique, inscrite dans l'expérience quotidienne. Mais dans les cercles britanniques, cette expertise restait marginale, non par hostilité explicite, mais par confiance excessive dans les méthodes européennes. Les cartes, les instruments, les calculs semblaient offrir une forme de certitude plus rassurante que les savoirs empiriques d'un peuple éloigné culturellement. Cette distance n'était pas seulement géographique, elle était aussi mentale. Dans les réunions de l'amirauté, les discussions portaient sur les tonnages de charbon, sur la solidité des coques, sur les itinéraires probables. Tout était mesuré, quantifié, organisé. L'incertitude était réduite à des variables, intégrées dans des plans. Cette approche, efficace dans de nombreux contextes, renforçait l'impression que l'expédition à venir serait différente des précédentes, plus sûre, plus maîtrisée. La société victorienne, dans son ensemble, valorisait cette approche méthodique. La discipline, l'ordre, la planification étaient perçus comme des vertus non seulement pratiques, mais morales. Réussir ne relevait pas seulement de la compétence, mais aussi du caractère. Dans ce cadre, l'échec devenait difficile à concevoir autrement que comme une anomalie. Ainsi, lorsque l'idée d'une expédition finale pour achever le passage du Nord-Ouest prit forme, elle s'inscrivit naturellement dans cette logique. Il ne s'agissait pas de tenter l'impossible, mais de terminer ce qui avait été commencé. Les conditions semblaient réunies. Les technologies étaient disponibles, les connaissances accumulées. Il restait à choisir les hommes. Dans ce choix, les considérations dépassaient la simple compétence technique.
Il fallait un commandant capable d'incarner la confiance, de maintenir la discipline, de représenter la nation dans un environnement isolé. L'expédition n'était pas seulement une mission scientifique ou commerciale, elle était aussi une affirmation symbolique. C'est dans ce contexte que le nom de John Franklin prit une importance particulière. Son expérience dans l'Arctique, ses années de service, sa réputation d'endurance faisaient de lui un candidat évident pour certains. Pour d'autres, son âge et ses expériences passées suscitaient des réserves. Mais dans une société où la stabilité et la respectabilité étaient hautement valorisées, ces réserves furent atténuées. Franklin représentait une continuité. Il incarnait une certaine idée de la Royal Navy, discipliné, méthodique, fiable. Il n'était pas le plus audacieux, mais il était constant. Et dans une entreprise où l'on croyait que la préparation pouvait réduire les risques, cette constance apparaissait comme une qualité essentielle. Au moment où la décision fut prise, peu de voix s'élevèrent pour contester l'ensemble du projet. L'optimisme n'était pas perçu comme une faiblesse, mais comme une conséquence logique des progrès réalisés. L'Arctique, longtemps redouté, semblait désormais à portée. Si l'on avait interrogé un observateur de l'époque, il aurait probablement vu dans cette expédition non pas un pari risqué, mais une conclusion attendue. Le dernier espace blanc sur la carte n'était plus un mystère insondable. Il était une invitation. Et dans cette invitation, il y avait déjà, sans que personne ne le formule clairement, une forme d'aveuglement. Celui qui naît lorsque le succès passé devient la mesure du possible futur. La décision de confier l'expédition à John Franklin ne fut pas prise dans l'urgence, ni sous l'effet d'un enthousiasme irréfléchi. Elle émergea lentement, au fil de discussions feutrées dans les bureaux de l'amirauté, là où l'on pesait les réputations avec autant de soin que les chiffres. Plusieurs noms circulaient, certains plus jeunes, plus récemment familiers des glaces arctiques. Mais Franklin possédait quelque chose de moins mesurable, une forme de crédibilité silencieuse, construite au fil des années. Il incarnait une continuité rassurante, un lien entre les tentatives passées et l'aboutissement espéré. Son âge, proche de 60 ans, fut évoqué bien sûr. Dans d'autres contextes, cela aurait pu être un obstacle, mais dans la société victorienne, l'âge n'était pas nécessairement synonyme de déclin. Il pouvait aussi être perçu comme un signe de maturité, de stabilité, de jugement éprouvé. Franklin n'était pas un homme impulsif. Il avançait avec méthode, et cette qualité, dans une entreprise qui prétendait réduire l'incertitude par la préparation, semblait précieuse. À ses côtés, l'amirauté plaça des officiers dont les compétences complétaient les siennes. Francis Crozier, capitaine du HMS Terror, apportait une expérience polaire directe et une rigueur technique reconnue. James Fitzjames, officier énergique et sociable, incarnait une autre forme de leadership, plus visible, plus communicative. Ensemble, ils formaient un équilibre que l'on jugeait solide, l'expérience, la compétence et l'élan. Les navires eux-mêmes, les Rébus et le Terror, n'étaient pas de simples bâtiments. Ils avaient déjà une histoire, forgée dans des expéditions antérieures et des campagnes militaires. Pour cette mission, ils furent transformés avec un soin extrême. Leurs coques, déjà robustes, furent renforcées par des plaques de fer, destinées à résister à la pression de la glace. À l'intérieur, des systèmes de chauffage à vapeur furent installés, permettant de diffuser une chaleur plus uniforme dans les cabines, réduisant ainsi les rigueurs des hivers arctiques. Ces modifications, invisibles pour un observateur extérieur, nourrissaient une confiance profonde chez ceux qui comprenaient leur portée. Elles suggéraient que l'expédition ne serait pas une répétition des tentatives passées, mais une amélioration significative, presque une version optimisée de l'exploration polaire. Les moteurs à vapeur, adaptés de locomotives, constituaient une autre innovation majeure. Ils n'étaient pas destinés à remplacer les voiles, mais à les compléter, offrant une propulsion supplémentaire dans les passages étroits ou en l'absence de vent. Leur présence introduisait une idée nouvelle, celle que le navire ne serait plus entièrement soumis aux caprices des éléments. Mais peut-être l'élément le plus révélateur de cette confiance résidait-il dans les provisions. Des milliers de boîtes de conserve furent commandées, remplies de viande, de légumes, de soupes. Cette nourriture, scellée dans du métal, représentait une avancée technologique majeure. Elle promettait de résoudre un problème ancien, celui de la dégradation des aliments lors des longues expéditions. Associée aux traditionnelles réserves de viande salée, de biscuits et de farine, elle donnait l'impression d'une sécurité presque totale.
Les quantités embarquées étaient calculées avec précision. L'expédition devait pouvoir subvenir à ses besoins pendant au moins 3 ans sans dépendre d'un ravitaillement extérieur. Cette autonomie, soigneusement planifiée, renforçait l'idée que même un hivernage prolongé ne constituerait pas une menace insurmontable. À ces provisions s'ajoutaient des éléments moins essentiels, mais tout aussi révélateurs de l'état d'esprit de l'époque. Des livres furent sélectionnés pour occuper les longues soirées d'hiver. Des instruments de musique, dont un petit orgue, furent embarqués pour maintenir le moral. On prévoyait des conférences, des lectures, des moments de distraction organisés, autant de tentatives pour préserver la structure sociale dans un environnement où le temps risquait de se diluer. Le choix de l'équipage suivit la même logique. Les hommes furent sélectionnés pour leur expérience, leur discipline, leur capacité à supporter des conditions difficiles. Certains avaient déjà participé à des expéditions arctiques, d'autres apportaient des compétences spécifiques, charpentiers, ingénieurs, médecins. Au total, 129 hommes allaient embarquer, chacun avec un rôle précis, chacun intégré dans une hiérarchie claire. Pour ces marins, la décision de rejoindre l'expédition n'était pas uniquement motivée par l'aventure. Elle relevait aussi de considérations pratiques. Le service naval offrait une stabilité relative dans une société où les conditions de travail pouvaient être incertaines. Les salaires, bien que modestes, étaient réguliers, et la perspective de participer à une mission prestigieuse pouvait ouvrir des opportunités futures. Dans les jours précédant le départ, les quais de Londres furent le théâtre d'une activité intense mais ordonnée. Les caisses étaient chargées, les équipements vérifiés, les listes relues avec une précision presque obsessionnelle. Chaque détail semblait contrôlé, chaque éventualité envisagée. Les familles vinrent dire adieu. Ces moments ne furent pas marqués par des scènes de désespoir, mais par une retenue caractéristique de l'époque. Les épouses, les mères, les enfants montaient à bord, observaient les cabines étroites, les espaces de vie qui deviendraient le monde de leurs proches pendant des années. Les conversations étaient calmes, parfois ponctuées de silence. On parlait de choses pratiques, de lettres à envoyer, de souvenirs à conserver. Lady Jane Franklin, quant à elle, jouait un rôle particulier. Elle ne se contentait pas d'être une observatrice. Elle participait, questionnait, s'informait. Son intérêt pour l'exploration était réel, profond. Elle comprenait, peut-être mieux que beaucoup, ce que représentait cette expédition. Son soutien à son mari n'était pas seulement affectif, il était aussi intellectuel, presque stratégique. Dans la sphère publique, l'expédition suscitait une attention mesurée. Les journaux en parlaient avec intérêt, mais sans exagération dramatique. Il ne s'agissait pas d'un pari désespéré, mais d'une entreprise sérieuse, bien préparée. Les illustrations montraient des navires solides, affrontant des paysages glacés avec une dignité presque sereine. Au sein de l'amirauté, les instructions données à Franklin reflétaient cet équilibre entre ambition et prudence. Il devait avancer aussi loin que possible, mais sans prendre de risques inutiles. Si les conditions devenaient trop difficiles, il était attendu qu'il hiverne, puis reprenne sa route lorsque la glace se retirerait. Rien dans ces directives ne suggérait une urgence ou une pression excessive. Tout semblait donc réuni. Les hommes, les navires, les provisions, les technologies, les connaissances accumulées. Chaque élément contribuait à construire une image de maîtrise. L'expédition apparaissait comme le résultat d'un long processus d'amélioration, une synthèse de l'expérience passée et des innovations présentes. Et pourtant, au cœur de cette préparation minutieuse, certaines questions restaient silencieuses. La qualité réelle des conserves, produites en grande quantité et dans des délais serrés, n'avait pas été testée sur une durée aussi longue. Les moteurs à vapeur, conçus pour un usage intermittent, n'avaient jamais été éprouvés dans les conditions extrêmes de l'Arctique. Les cartes, aussi détaillées soient-elles, ne pouvaient anticiper les mouvements imprévisibles de la glace. Mais ces incertitudes, loin de dominer les esprits, restaient en arrière-plan, comme des variables secondaires dans une équation que l'on croyait maîtriser. Lorsque Franklin monta à bord de l'Erebus pour les derniers préparatifs, il ne donnait pas l'impression d'un homme confronté à l'inconnu. Il agissait comme quelqu'un qui s'apprêtait à accomplir une tâche attendue, presque logique. Son attitude était calme, mesurée, fidèle à ce qu'il avait toujours été. Dans quelques jours, les amarres seraient larguées. Les navires quitteraient les eaux familières pour se diriger vers le nord, vers cette région où les cartes devenaient incertaines. À cet instant précis, tout semblait en ordre. Et c'était peut-être précisément cela,
le plus trompeur. Le 19 mai 1845, lorsque les amarres furent enfin larguées à Green Eyes, il n'y eut ni clameur excessive, ni sentiment d'événement exceptionnel. Le départ s'inscrivit dans une continuité presque administrative, comme tant d'autres missions de la Royal Navy. Les coques sombres de l'Erebus et du Terror glissèrent lentement sur la Tamise, emportant avec elles 129 hommes, des tonnes de provisions et une certitude silencieuse que tout avait été prévu. Sur les rives, quelques observateurs suivaient le mouvement des navires. Des mouchoirs se levaient, des regards s'attardaient. Mais les adieux restaient mesurés. Dans cette société, on ne s'abandonnait pas aux démonstrations excessives. L'absence faisait partie de la vie maritime. On partait, on revenait, et lorsque le retour tardait, on attendait. À bord, la transition vers la routine fut presque immédiate. Les cloches reprirent leur rythme, marquant l'écart avec précision. Les hommes retrouvèrent leurs tâches, leurs habitudes, leur place dans la hiérarchie. Les ponts furent nettoyés, les voiles ajustés, les instruments vérifiés. Rien ne distinguait encore ce voyage des précédents, si ce n'est peut-être une attention plus grande portée aux détails. Franklin, fidèle à lui-même, n'imposait pas sa présence par des gestes spectaculaires. Il observait, vérifiait, maintenait une forme de continuité. Crozier s'occupait des aspects techniques de la navigation, analysant les courants, les vents, les trajectoires. Fitzjames, plus expansif, entretenait les échanges, veillait à la cohésion de l'équipage. L'équilibre fonctionnait sans heurts. Les premières étapes du voyage se déroulèrent dans des conditions familières. La Manche fut franchie sans incident, puis des navires remontèrent vers l'Atlantique Nord. Les vents étaient favorables, la mer relativement clémente. Les hommes s'adaptaient progressivement à la vie en mer, retrouvant les sensations connues du roulis, du vent salé, du bruit constant de l'eau contre la coque. À mesure qu'ils s'éloignaient des côtes britanniques, le paysage changeait imperceptiblement. Les températures baissaient, l'air devenait plus vif, plus sec. Les jours s'allongeaient légèrement, annonçant les particularités des latitudes nordiques. Mais rien, à ce stade, ne laissait présager les contraintes à venir. Le premier arrêt significatif eut lieu au Groenland, dans la baie de Disko. Là, l'expédition compléta ses provisions avec du bétail vivant, des bœufs destinés à fournir de la viande fraîche, et effectua les derniers ajustements. Ce moment marquait une frontière invisible. Après cela, il n'y aurait plus de retour facile vers le monde familier. Des lettres furent écrites. Dans ces pages soigneusement rédigées, les hommes décrivaient des conditions favorables, un moral élevé, une confiance intacte. Franklin lui-même exprima un optimisme mesuré, fidèle à son caractère. Rien dans ces mots ne suggérait l'ombre d'une inquiétude. Ils furent confiés à des navires de passage, renvoyés vers l'Angleterre comme des fragments d'un présent encore stable. Ce seraient les derniers. Peu après, les navires quittèrent définitivement les zones fréquentées. Ils s'enfoncèrent dans des eaux de plus en plus froides, longeant les côtes du Groenland, puis traversant la baie de Baffin. Là, les premiers signes de l'Arctique apparurent clairement. Des icebergs dérivaient lentement, imposants, silencieux, leur surface sculptée par le vent et l'eau. Leur présence ne constituait pas encore un danger immédiat, mais elle modifiait la perception de l'espace. Le paysage devenait plus austère. Les couleurs se réduisaient à des nuances de gris, de blanc et de bleu pâle. La mer, parfois calme, semblait plus dense, plus lourde. Le ciel, souvent couvert, filtrait la lumière d'une manière diffuse, presque irréelle. Les hommes observaient ces changements avec curiosité, parfois avec une fascination discrète. La routine continuait. Les ponts étaient entretenus, les instruments utilisés, les journaux de bord remplis avec précision. Les moteurs à vapeur furent testés brièvement, non par nécessité, mais pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Le charbon, précieux, était utilisé avec parcimonie. Chaque détail faisait l'objet d'une attention rigoureuse. À la fin du mois de juillet 1845, l'expédition fut aperçue par des baleiniers dans la baie de Baffin. Ces rencontres, brèves mais significatives, constituèrent le dernier contact confirmé avec le monde extérieur. Les rapports des baleiniers décrivirent des navires en bon état, des équipages en bonne santé, une atmosphère générale de confiance. Après cela, le silence commença. Mais à ce moment précis, personne ne pouvait encore le percevoir comme tel. Les navires poursuivirent leur route vers le détroit de Lancaster,
une porte d'entrée vers l'archipel arctique canadien. Les eaux restaient navigables, bien que de plus en plus encombrées par la glace. Les capitaines devaient ajuster leur trajectoire, contourner des amas flottants, observer attentivement les ouvertures, ces passages temporaires entre les blocs de glace. Les hommes s'adaptèrent progressivement. Les vêtements furent renforcés, les couches de laine multipliées, les gants devinrent indispensables pour les tâches sur le pont. Le souffle des hommes se transformait en vapeur visible dans l'air froid. Chaque geste demandait plus d'efforts, chaque exposition au vent devenait plus éprouvante. Pourtant, le moral restait stable. Les conversations à bord continuaient, parfois animées, parfois calmes. Les officiers maintenaient les habitudes sociales, repas séparés, discussions, lectures. Les marins, entre deux tâches, échangeaient des récits, évoquaient leurs familles, leurs espoirs. Rien ne ressemblait encore à une situation de crise. À mesure que l'été avançait, la lumière persistait plus longtemps dans le ciel. Les nuits devenaient floues, presque inexistantes. Cette clarté continue créait une sensation étrange, comme si le temps lui-même perdait ses repères habituels. Les journées s'enchaînaient sans véritable rupture. Puis, lentement, la glace se fit plus dense. Les navires avancèrent avec prudence, leurs coques renforcées heurtant parfois les blocs flottants avec un bruit sourd. Rien de dramatique, mais suffisamment pour rappeler que cet environnement ne se laisserait pas traverser sans résistance. Les cartes furent consultées plus fréquemment. Les décisions de route devinrent plus délicates. Chaque choix impliquait une évaluation des risques, avancer davantage ou chercher un abri temporaire, contourner ou attendre. La progression ralentit, imperceptiblement d'abord, puis de manière plus évidente. Et pourtant, même à ce stade, il n'y avait pas de panique. L'expédition avait été conçue pour cela. L'hivernage faisait partie des scénarios envisagés. Les provisions étaient suffisantes, les navires préparés, les hommes entraînés. Être ralenti n'était pas un échec, c'était une étape. Lorsque les premiers signes sérieux de blocage apparurent, ils furent interprétés dans ce cadre. La glace, en se refermant progressivement autour des navires, ne semblait pas encore une prison définitive. Elle apparaissait comme une contrainte temporaire, une pause imposée par le rythme naturel de l'Arctique. Les hommes commencèrent à se préparer. Les voiles furent sécurisées, les équipements rangés, les premières mesures pour l'hiver envisagées. Tout se fit avec méthode, sans précipitation. On s'attendait à attendre, on s'attendait à reprendre la route plus tard. Personne, à cet instant, ne pouvait encore imaginer combien ce plus tard deviendrait incertain. Lorsque la glace se referma complètement autour de l'Érébus et du Terror, ce ne fut pas un événement soudain, mais un processus lent, presque imperceptible. Jour après jour, les espaces d'eau libre se rétrécirent, les plaques dérivantes se rapprochèrent, jusqu'à ce que le mouvement lui-même disparaisse. Les navires ne naviguaient plus. Ils étaient posés, immobiles, comme retenus dans une matière silencieuse. Au début, cette immobilité ne suscita pas d'inquiétude particulière. Elle était attendue. Les expéditions précédentes avaient souvent hiverné dans l'Arctique, utilisant cette période de repos forcé pour attendre le retour du dégel. Les hommes savaient que la mer gelée n'était pas une fin, mais une phase. Ils avaient été préparés à cela. Les préparatifs commencèrent avec une précision méthodique. Autour des coques, des murs de neige furent construits pour isoler les navires du vent. Les voiles furent solidement fixées, les cordages vérifiés, les ponts dégagés de tout ce qui pourrait être endommagé par le froid ou la pression de la glace. À l'intérieur, les systèmes de chauffage furent activés, diffusant une chaleur relative dans les cabines, transformant les espaces clos en refuge contre l'extérieur. La vie à bord se réorganisa. Les cloches continuaient de marquer les heures, même si la notion de temps perdait peu à peu sa netteté. L'écart était maintenu, les routines respectées. Les repas étaient servis à heure fixe, les officiers et les marins conservant leurs habitudes, leur distance sociale, leur rôle défini. Cette structure n'était pas seulement une tradition, elle était essentielle. Car dehors, le monde changeait. À mesure que l'hiver avançait, la lumière se fit plus rare. Les jours raccourcirent, puis se transformèrent en une pénombre persistante. Enfin, le soleil disparut complètement sous l'horizon, laissant place à une obscurité presque totale. Seules les étoiles et les aurores boréales venaient parfois rompre cette nuit prolongée, leur lueur mouvante donnant au ciel une beauté étrange, presque irréelle.
Le silence s'installa. Un silence épais, ponctué seulement par le craquement lointain de la glace, le souffle du vent, et parfois le gémissement sourd des coques sous la pression. Ce n'était pas un silence apaisant, mais une absence de mouvement, une suspension du monde extérieur. À l'intérieur des navires, la vie devait continuer. Franklin et ses officiers comprenaient que le plus grand danger n'était pas seulement physique, mais psychologique. L'immobilité, la monotonie, l'absence de variation pouvaient éroder la discipline aussi sûrement que le froid affaiblissait les corps. Il fallait occuper les esprits. Des conférences furent organisées. Les officiers donnaient des exposés sur des sujets variés, géographie, sciences, récits de voyages passés. Des lectures collectives étaient proposées. Le petit orgue fut utilisé, des chants furent entonnés. On improvisait des représentations théâtrales, modestes, mais suffisantes pour rompre la répétition des jours. Ces activités n'étaient pas anodines. Elles constituaient une tentative consciente de préserver une forme de normalité, de maintenir une structure sociale dans un environnement qui tendait à la dissoudre. Les hommes, des exercices physiques étaient encouragés. On marchait autour des navires, on explorait les environs immédiats, on observait les formations de glace. Ces sorties, bien que brèves, permettaient de rompre l'enfermement, de rappeler que le monde extérieur existait encore, même s'il semblait figé. Les vêtements furent adaptés. Les couches de laine furent complétées par des fourrures. Les visages étaient protégés autant que possible, les mains constamment couvertes. Le froid pénétrait malgré tout, s'insinuant dans les moindres interstices, rappelant que la protection n'était jamais totale. Les repas restaient réguliers. Les conserves étaient ouvertes avec confiance, leur contenu consommé sans suspicion. La viande salée, les biscuits, les soupes complétaient l'alimentation. Le jus de citron était distribué pour prévenir le scorbut, une leçon tirée des expéditions précédentes. Sur le papier, les besoins nutritionnels étaient couverts. Et pourtant, les premiers signes de fatigue apparurent. Rien de dramatique au début. Une lassitude persistante, des douleurs diffuses, une baisse d'énergie. Des symptômes que l'on pouvait attribuer au froid, à l'immobilité, à la monotonie. Le chirurgien surveillait, notait, tentait de comprendre. Mais l'environnement rendait chaque diagnostic incertain. Franklin, de son côté, maintenait son approche habituelle. Il ne cherchait pas à imposer une présence autoritaire, mais à assurer une continuité. Il observait, écoutait, intervenait lorsque nécessaire. Sa force résidait dans cette constance, dans sa capacité à ne pas laisser l'inquiétude se transformer en désordre. Crozier poursuivait les observations scientifiques. Même dans l'immobilité, le travail continuait. Les instruments étaient utilisés pour mesurer les variations magnétiques, les conditions atmosphériques. Ces activités donnaient un sens au temps, une direction, même lorsque le mouvement physique avait cessé. Fitzjames, lui, entretenait les liens. Par son énergie, par ses échanges, il contribuait à maintenir une cohésion, à éviter que le silence ne s'installe aussi entre les hommes. Les conversations, parfois légères, parfois plus profondes, devenaient un rempart contre l'isolement. Des semaines passèrent, puis des mois. Le temps, dans cette obscurité, perdait sa structure habituelle. Les jours se ressemblaient, les routines se répétaient. La distinction entre hier et demain devenait floue. Seules les entrées dans les journaux de bord témoignaient du passage du temps. Et pourtant, malgré cette répétition, l'espoir restait. Le retour du soleil était attendu. Il marquerait la fin de cette phase, le début du dégel, la possibilité de mouvement. Cette attente, presque tangible, donnait un horizon aux hommes. Elle justifiait la patience, renforçait la discipline. Lorsque, enfin, la lumière revint, elle fut accueillie avec un soulagement discret. Les jours s'allongèrent progressivement, la pénombre recula. Les hommes sortirent davantage, observant les changements dans la glace, cherchant les premiers signes d'ouverture. L'idée que les navires pourraient bientôt être libérés reprit de la force. Mais la glace ne céda pas. Pas suffisamment. Les tentatives pour dégager les navires restèrent limitées. Les moteurs furent utilisés avec précaution, les hommes travaillèrent autour des coques. Mais l'ensemble restait prisonnier, comme si l'Arctique avait décidé de suspendre le mouvement un peu plus longtemps. Ce retard au début ne semblait pas alarmant, mais il introduisait une nuance nouvelle. Ce qui devait être une pause commençait à s'étirer. Et dans cet étirement,
presque imperceptible, quelque chose changeait. Non pas dans les gestes, ni dans les routines, mais dans la manière dont le temps lui-même était ressenti. La seconde année ne commença pas avec un événement précis, ni avec un changement soudain. Elle s'installa, lentement, presque à l'insu des hommes, comme une extension silencieuse de la première. Pourtant, quelque chose avait changé, non dans l'environnement, qui restait implacablement le même, mais dans la compréhension qu'en avaient ceux qui y vivaient. Durant le premier hiver, l'immobilité avait été perçue comme une pause, une étape prévue, presque attendue. On patientait, on s'organisait, on maintenait la discipline dans l'attente d'un dégel qui devait inévitablement venir. Mais lorsque l'été de 1846 passa sans libérer les navires, cette certitude commença à se fissurer. La glace ne céda pas. Elle se relâcha légèrement par endroits, laissant apparaître des surfaces d'eau trompeuses, mais elle ne s'ouvrit pas suffisamment pour permettre une véritable navigation. Les tentatives de mouvement restèrent limitées. Les moteurs furent utilisés avec prudence, les hommes travaillèrent autour des coques, cherchant à dégager les navires. Mais chaque effort semblait se heurter à une résistance plus profonde, plus persistante. Peu à peu, l'idée s'imposa, non pas comme une conclusion brutale, mais comme une intuition diffuse, que l'expédition n'était plus simplement retardée. Elle était retenue. L'été s'éteignit lentement, et avec lui, les espoirs immédiats de progression. Les jours raccourcirent à nouveau, la lumière déclina, et l'Arctique entra dans son second hiver. Cette fois, la nuit ne surprit personne. Elle fut accueillie avec une forme de résignation calme. Mais sous cette apparente stabilité, les tensions s'accumulaient. Les corps, déjà éprouvés par une année de confinement, commencèrent à montrer des signes plus inquiétants. La fatigue ne disparaissait plus après le repos. Elle s'installait, persistante, profonde. Certains hommes perdaient l'appétit, d'autres souffraient de douleurs inexpliquées, de faiblesses musculaires, de troubles digestifs. Le chirurgien observait, notait, tentait d'établir des liens. Les symptômes ne correspondaient pas toujours aux maladies connues. Le scorbut, bien que redouté, semblait partiellement contrôlé grâce au jus de citron. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Une lente détérioration, difficile à identifier, mais impossible à ignorer. Les conserves continuaient d'être consommées. Elles constituaient la base de l'alimentation, ouverte avec la même confiance qu'au départ. Mais leur qualité, leur composition restaient en grande partie inconnues. Les procédés de fabrication, encore récents, n'avaient pas été éprouvés dans de telles conditions. Ce qui apparaissait comme une solution parfaite révélait peut-être, sans que personne ne le comprenne encore, ses propres limites. L'air à l'intérieur des navires devenait lourd. Malgré les systèmes de ventilation, la combinaison de la chaleur, de l'humidité et de la promiscuité créait une atmosphère épaisse. Les parois accumulaient du givre qui fondait partiellement avant de se reformer. Les vêtements, même séchés, conservaient une humidité persistante. Le temps, lui, continuait de se diluer. Les routines étaient maintenues avec une rigueur presque obstinée. Les cloches sonnaient, les quarts se succédaient, les repas étaient servis à heure fixe. Mais ces structures, autrefois rassurantes, semblaient désormais insuffisantes pour contenir la sensation d'enfermement. Franklin, toujours fidèle à lui-même, ne montrait pas de signes visibles de doute. Il poursuivait son rôle avec constance, maintenant l'ordre, encourageant la continuité. Mais son âge, désormais, devenait un facteur. Le froid, l'immobilité, la durée pesaient sur lui comme sur les autres, peut-être davantage. Au fil des mois, son état déclina. Les détails précis restent incertains, mais il apparaît que sa santé se dégrada progressivement. La fatigue, peut-être aggravée par les conditions générales, réduisit sa capacité à agir. Et puis, en juin 1847, il mourut. Sa mort ne fut pas accompagnée de récits dramatiques. Elle fut consignée plus tard simplement dans un message écrit, une date, un fait. Mais pour les hommes restés à bord, elle marqua un basculement profond. Franklin n'était pas seulement un commandant, il était une figure de stabilité, un point d'ancrage dans une situation incertaine. Avec sa disparition, quelque chose se déplaça. Le commandement passa à Francis Crozier. Techniquement, la transition était claire, prévue, mais symboliquement, elle représentait une rupture. Crozier était compétent, expérimenté, mais il n'incarnait pas la même image aux yeux de l'équipage. Il devait désormais gérer non seulement les conditions extérieures, mais aussi les conséquences de cette perte.
L'été 1847 arriva. Comme l'année précédente, il apporta une lumière nouvelle, un espoir renouvelé. Les hommes observèrent la glace avec attention, cherchant des signes de transformation. Mais une fois encore, le dégel resta insuffisant. Les navires ne furent pas libérés. À ce stade, la situation ne pouvait plus être interprétée comme un simple retard. 2 hivers consécutifs, 2 étés sans progression significative. Le modèle sur lequel reposait l'expédition, avancer, hiverner, reprendre, ne fonctionnait plus. La réalité s'imposait lentement. Ils étaient pris. Les provisions, bien que toujours présentes, ne représentaient plus une sécurité absolue. Leur quantité restait importante, mais leur qualité, leur impact sur la santé devenait incertain. Les corps affaiblis consommaient différemment. Les maladies progressaient. Les morts se multiplièrent. Pas en masse, pas brutalement, mais régulièrement. Chaque disparition réduisait le groupe, modifiait son équilibre. Les enterrements, lorsque possible, se faisaient dans la glace ou la terre gelée, dans des conditions qui laissaient peu de place au rituel. Les interactions avec les populations inuites restèrent limitées. Quelques rencontres eurent lieu, sans doute, mais elles ne débouchèrent pas sur une coopération durable. Les différences culturelles, les barrières linguistiques et peut-être une confiance excessive dans les propres ressources de l'expédition empêchèrent un véritable échange de savoir. L'hiver revint une seconde fois. Plus sombre, non pas par la lumière, qui était la même, mais par la compréhension. Cette fois, les hommes savaient que le dégel n'était pas garanti. Ils savaient que la durée pouvait s'étendre au-delà de ce qui avait été prévu. La discipline tenait encore. Les routines continuaient, les ordres étaient suivis. Mais l'énergie derrière ces gestes avait changé. Ce n'était plus une discipline tournée vers un objectif clair. C'était une discipline de maintien, une manière de retarder le désordre. Crozier, désormais à la tête de l'expédition, devait faire face à une question nouvelle. Rester ou partir? Les navires offraient encore un abri, des ressources, une structure. Mais ils étaient immobiles. Attendre un 3e été, avec des hommes affaiblis, devenait un pari incertain. Partir signifiait abandonner cette sécurité relative pour s'engager dans un environnement encore plus hostile. Aucune option n'était évidente. Mais une chose devenait claire, le plan initial ne s'appliquait plus. L'expédition, conçue comme une progression maîtrisée, était devenue une épreuve d'adaptation. Et dans cette transformation, les limites de la préparation commençaient à apparaître. Le moment approchait où il faudrait choisir. Et ce choix ne concernerait plus la réussite de la mission. Il concernerait la survie. La décision ne fut pas prise dans la précipitation. Elle émergea lentement, comme tout le reste dans cette expédition, après des mois d'observation, de réflexion silencieuse, et sans doute de discussions contenues entre les officiers. Le 22 avril 1848, elle fut finalement consignée dans un message bref, précis, fidèle au langage naval. Les navires étaient abandonnés. 105 hommes encore en vie, sous le commandement de Francis Crozier, entreprenaient une marche vers le sud en direction de la rivière Back. Sur le papier, tout semblait ordonné. Mais la réalité qui entourait cette décision était tout autre. Lorsque les hommes descendirent de l'Érébus et du Terror, ils ne quittaient pas seulement 2 navires. Ils abandonnaient un système, une structure qui, malgré ses limites, leur avait offert abri, organisation, repères. Pendant près de 3 ans, ces coques avaient été leur monde. Les quitter signifiait entrer dans un espace où rien n'était stable, où chaque pas dépendrait de leurs forces restantes. Le paysage, à cette période de l'année, était en transition. La lumière était revenue, mais le froid persistait. La glace recouvrait encore la mer, épaisse, irrégulière, marquée par des années de pression. Des crêtes s'élevaient, figées dans des formes abruptes. Par endroits, la surface semblait lisse, presque praticable. Ailleurs, elle devenait chaotique, exigeant des détours, des efforts supplémentaires. Les préparatifs furent méthodiques. Les provisions furent redistribuées, pesées, sélectionnées. Il fallait emporter assez pour survivre, mais pas trop pour pouvoir avancer. Des sacs de farine, des biscuits, des conserves furent chargés sur des traîneaux. Les bateaux, montés sur ces structures de bois, représentaient à la fois une sécurité et un fardeau. S'ils rencontraient de l'eau libre, ils pourraient les utiliser, mais pour l'instant, ils devaient les tirer. Chaque objet transporté était le résultat d'un compromis. Certains choix,
vu rétrospectivement, semble étonnant. Des livres, des objets personnels, même des pièces d'argenterie furent emportés dans les premières étapes. Non pas par inconscience, mais parce qu'il était difficile psychologiquement de rompre complètement avec l'ordre familier. Ces objets représentaient plus que leur utilité immédiate. Ils étaient des fragments d'un monde qui disparaissait. Les hommes eux-mêmes étaient transformés. Affaiblis par les mois d'immobilité, par les maladies, par la nourriture insuffisamment adaptée, ils ne ressemblaient plus à l'équipage qui avait quitté l'Angleterre. Leur corps était amaigri, leur visage marqué. Certains peinaient à se tenir debout longtemps. D'autres conservaient encore une certaine force, mais tous étaient affectés. La marche commença lentement. Les traîneaux, lourds, exigeaient l'effort de plusieurs hommes. Les cordes étaient passées autour des épaules et chacun tirait en cadence, dans un silence souvent interrompu par le bruit du bois glissant sur la glace ou heurtant une irrégularité. Le rythme était lent, mesuré non par la distance, mais par la capacité du groupe à continuer. Le vent, lorsqu'il se levait, ajoutait une difficulté supplémentaire. Il coupait la peau exposée, s'infiltrait à travers les vêtements, transformait chaque pause en risque. Les hommes apprirent rapidement que s'arrêter trop longtemps signifiait perdre la chaleur accumulée, rendre la reprise du mouvement encore plus difficile. Les premières journées établirent une réalité claire. Ce voyage ne serait pas une progression rapide vers la sécurité. Il serait une lutte constante pour avancer, mètre après mètre, dans un environnement qui n'offrait aucun répit. Le long de la côte ouest de l'île du Roi Guillaume, le groupe progressa avec difficulté. Le terrain alternait entre glace et terre gelée, obligeant à adapter constamment la manière de tirer les traîneaux. Sur la glace, le mouvement était plus fluide, bien que dangereux. Sur la terre, chaque obstacle devait être franchi à la force des bras. Les rations furent ajustées. Ce qui avait été calculé pour durer des mois devait désormais être réparti avec une précision extrême. La faim, déjà présente, devint plus aiguë. Les efforts physiques accrus demandaient plus d'énergie, mais les réserves ne permettaient pas d'augmenter les portions. Certains hommes commencèrent à montrer des signes de déclin rapide. Le scorbut, peut-être combiné à d'autres facteurs, affaiblissait les muscles, provoquait des douleurs, réduisait la capacité à marcher. D'autres souffraient de troubles mentaux, de confusion, de perte de concentration. La fatigue devenait omniprésente. Des rencontres avec les Inuits furent rares, mais significatives. Des témoignages recueillis des années plus tard décrivent des hommes européens tirant des bateaux sur la glace, visiblement épuisés, amaigris, incapables de communiquer clairement. Ces rencontres n'aboutirent pas à une aide durable. Les Inuits, eux-mêmes dépendants de ressources limitées, ne pouvaient pas soutenir un groupe aussi important, et les différences culturelles rendaient toute coopération difficile. La hiérarchie, bien que maintenue, commença à s'effacer. Dans cet environnement, la distinction entre officiers et marins perdait de sa pertinence face à la réalité physique. La fatigue, la maladie, l'effort constant nivelaient les différences. Les ordres existaient encore, mais leur exécution dépendait de la capacité individuelle, de plus en plus variable. Au fil des jours, le groupe se transforma. Il est probable que des divisions apparurent. Certains, plus forts, avancèrent légèrement en tête. D'autres, plus faibles, restèrent en arrière. La cohésion, difficile à maintenir dans de telles conditions, se fragilisa. Les premiers décès sur la route marquèrent une étape. Enterrer un compagnon dans ce paysage était une tâche difficile. Le sol gelé résistait, la glace ne permettait pas toujours une sépulture. Parfois, les corps étaient laissés derrière, recouverts sommairement. Chaque perte réduisait non seulement le nombre, mais aussi la capacité collective à avancer. Les bateaux, toujours tirés, devinrent un poids de plus en plus contesté. Ils représentaient une possibilité, celle de naviguer si de l'eau apparaissait. Mais ils ralentissaient considérablement la progression. Les abandonner aurait été un aveu, une renonciation à une stratégie initiale. Les garder signifiait continuer à croire en une option qui ne se présentait pas. À mesure que le groupe approchait de la pointe sud de l'île, le terrain changea. La glace céda progressivement la place à une toundra froide, humide, difficile à traverser. Les traîneaux, conçus pour glisser, devenaient moins efficaces. Les efforts augmentaient encore. La rivière Back, objectif théorique, restait distante. Elle représentait un espoir, celui d'atteindre un cours d'eau menant vers des zones connues, peut-être vers des postes de traite.
Mais la distance à parcourir dans cet état était immense. Les jours passaient. La progression ralentissait. Les forces diminuaient. Et pourtant, ils continuaient. Non plus pour accomplir une mission, ni même pour atteindre un objectif clairement défini, mais parce que s'arrêter signifiait la fin immédiate. Le mouvement, aussi lent soit-il, devenait une nécessité vitale. Dans cette marche, il n'y eut pas de moment unique où tout bascula. Pas de tempête soudaine, pas de catastrophe spectaculaire. Seulement une accumulation. De fatigue, de froid, de faim, de distance. Et dans cette accumulation, quelque chose se dissolvait progressivement, non seulement les corps, mais l'idée même qu'un plan, aussi soigneusement conçu soit-il, pouvait suffire face à un monde qui ne répondait pas. Il n'y eut jamais de moment où la marche prit fin de manière nette, comme si une ligne invisible avait été franchie et que tout s'était arrêté d'un coup. Au contraire, ce qui suivit fut une lente dissolution, une progression qui s'effaçait peu à peu jusqu'à ne plus laisser que des traces éparses dans le paysage. Les hommes continuaient d'avancer, mais leur mouvement avait changé de nature. Ce n'était plus une marche organisée, soutenue par un objectif commun clairement défini. C'était une succession d'efforts individuels, rassemblés par habitude, plus que par véritable cohésion. Les traîneaux, toujours présents, devenaient de plus en plus difficiles à déplacer. Chaque irrégularité du terrain demandait une énergie qui n'était plus disponible. La fatigue s'accumulait. Elle n'était plus seulement physique, elle pénétrait les gestes, les décisions, la manière même de penser. Certains hommes perdaient leur capacité à évaluer correctement les situations. D'autres s'enfermaient dans un silence presque complet, concentrant leurs forces sur l'acte simple de continuer à avancer. Le paysage, lui, restait inchangé. Une étendue de toundra et de glace, ponctuée de pierres, de reliefs bas, d'horizons sans repère. Il n'y avait pas de chemin visible, pas de direction évidente autre que celle fixée par les cartes et les estimations. Mais ces cartes, conçues pour être lues depuis un navire, perdaient de leur utilité au niveau du sol. La rivière Bac restait une idée plus qu'une réalité. Elle existait, bien sûr, mais sa localisation précise, dans cet environnement, devenait difficile à déterminer. Les distances, déjà vastes, semblaient s'étirer davantage encore sous l'effet de la fatigue. Ce qui aurait pu être parcouru en quelques semaines dans de meilleures conditions devenait un effort presque insurmontable. Les ressources diminuaient. Les rations, déjà réduites, ne suffisaient plus à compenser l'énergie dépensée. Les tentatives de chasse, sporadiques, n'apportaient que des résultats limités. Les hommes ne maîtrisaient pas les techniques nécessaires pour exploiter efficacement cet environnement. Là où les Inuits savaient observer les signes, anticiper les déplacements des animaux, les marins britanniques se trouvaient souvent démunis. Le groupe se fragmenta. Il est probable que plusieurs petits groupes se formèrent, chacun avançant à son rythme, en fonction de sa condition. Certains, plus forts, tentèrent peut-être de progresser plus rapidement. D'autres, incapables de suivre, restèrent en arrière. Cette fragmentation n'était pas une stratégie, mais une conséquence inévitable. Les objets abandonnés jalonnaient leur passage. Des morceaux d'équipement, des vêtements, des ustensiles. Chaque objet laissé derrière représentait une décision, parfois consciente, parfois imposée par la nécessité. Alléger la charge pour continuer. Accepter de perdre ce qui, quelques jours plus tôt, semblait indispensable. Les bateaux furent finalement abandonnés. Leur poids, devenu insoutenable, ne pouvait plus être justifié par l'espoir qu'ils représentaient. Les laisser derrière marqua une étape symbolique. C'était renoncer à une possibilité de navigation, accepter que le voyage se ferait désormais entièrement à pied, dans un environnement qui n'offrait aucune garantie. Les morts se multiplièrent. Pas de manière spectaculaire, mais constante. Chaque jour peut-être, ou chaque semaine, un homme de moins. Les corps, affaiblis, cédaient les uns après les autres. Les survivants, eux-mêmes au bord de l'épuisement, ne pouvaient plus toujours s'arrêter pour enterrer leurs compagnons. Certains restaient là où ils étaient tombés. D'autres étaient déplacés légèrement, recouverts sommairement. Le paysage devenait un témoin silencieux, conservant ses traces sans les effacer. Les témoignages inuits, recueillis plus tard, décrivent des scènes fragmentées. Des groupes d'hommes maigres tirant des charges, s'arrêtant fréquemment. Des camps abandonnés, des objets laissés sur place.
des corps trouvés le long de la côte. Ces récits, longtemps contestés, offrent aujourd'hui les rares aperçus de ces derniers moments. Certains évoquent des signes de désespoir extrême, des comportements qui, dans une autre situation, auraient été impensables. La faim, lorsqu'elle atteint un certain point, modifie les limites. Elle transforme les choix, altère les jugements, efface les normes. Ces aspects, difficiles à accepter pour la société victorienne, furent longtemps rejetés ou minimisés. Mais dans cet environnement, ils faisaient partie de la réalité. Le temps, dans ces derniers jours, perd toute précision. Il n'y a plus de date clairement établie, plus de journaux détaillés, les événements se confondent, les séquences deviennent floues. Ce qui reste, ce sont des indices, des positions de corps, des objets, des récits indirects. La rivière Bac, si elle fut atteinte par certains, ne devint pas une voie de salut. Aucun survivant n'atteignit les postes de traite plus au sud. Aucun ne parvint à transmettre un récit complet. Le voyage, commencé avec méthode et précision, se termina dans le silence. Il est tentant d'imaginer un dernier moment, une scène finale où tout s'achève. Mais la réalité semble avoir été différente. Il n'y eut pas de conclusion dramatique, seulement une diminution progressive. Un homme qui s'arrête, puis un autre encore, jusqu'à ce que le groupe, autrefois structuré, discipliné, organisé, cesse d'exister en tant qu'ensemble, et que l'Arctique, indifférent, recouvre lentement les traces. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, rien de tout cela n'était encore connu. En Angleterre, les familles attendaient toujours. Les journaux mentionnaient l'expédition avec une confiance prudente. Le silence, à ce stade, n'était pas encore interprété comme une fin, mais il le devenait. Pendant que dans le nord, les traces de l'expédition s'effaçaient lentement dans la neige et le vent, la Grande-Bretagne continuait de vivre dans une temporalité différente, presque déconnectée. À Londres, les rues restaient animées, les marchés bruissaient d'activité, les journaux se succédaient, remplis de nouvelles venues de tout l'Empire. Rien, en apparence, ne laissait deviner qu'à des milliers de kilomètres, 129 hommes avaient déjà disparu dans un silence que personne ne pouvait encore nommer. Au début, l'absence de nouvelles ne suscita pas d'inquiétude immédiate. Les expéditions arctiques étaient connues pour leur durée. 2 ans, parfois 3, pouvaient s'écouler sans communication. Les conditions mêmes du voyage rendaient les échanges impossibles pendant de longues périodes. Le silence, dans ce contexte, n'était pas un signe d'échec, il était attendu. Les familles continuaient donc d'attendre. Les lettres envoyées depuis le Groenland, les dernières reçues, étaient encore présentes dans les mémoires. Elles parlaient de conditions favorables, d'un moral élevé, d'un départ prometteur. Ces mots, relus, partagés, offraient une forme de réconfort. Ils maintenaient l'idée que tout suivait son cours. Mais à mesure que les années passaient, une inquiétude plus diffuse commença à émerger. En 1847, puis en 1848, aucune nouvelle n'arriva. Aucun navire ne rapporta d'informations récentes. Les routes commerciales, pourtant fréquentées dans certaines zones, restaient silencieuses quant au sort de l'Erebus et du Terror. L'absence, qui avait d'abord été interprétée comme normale, commença à se transformer en question. À l'Amirauté, cette question fut d'abord traitée avec prudence. Les responsables examinaient les cartes, les rapports des expéditions précédentes, les délais habituels. Ils savaient que Franklin avait été équipé pour plusieurs années. Ils savaient que l'hivernage était prévu. Rien dans les données disponibles ne permettait encore de conclure à un désastre. Mais le doute s'installait. Dans les journaux, des articles commencèrent à évoquer la situation avec une attention plus soutenue. Les rédacteurs rappelaient les risques inhérents à l'Arctique, tout en soulignant la qualité de la préparation de l'expédition. Le ton restait mesuré, mais une tension sous-jacente apparaissait. Et au centre de cette attente, il y avait une figure. Lady Jane Franklin. Elle ne se contenta pas d'attendre passivement. Elle écrivit, interrogea, sollicita. Ses lettres adressées à l'Amirauté étaient à la fois respectueuses et insistantes. Elle demandait des informations, encourageait l'organisation de missions de recherche, refusait de considérer le silence comme une simple absence. Sa détermination transforma progressivement la perception publique. Elle ne présentait pas son mari comme un explorateur perdu, mais comme un officier en attente de secours. Cette nuance était importante. Elle impliquait une responsabilité, celle de la nation,
de la marine, de ne pas abandonner ceux qui étaient partis en son nom. Sous cette pression, l'amirauté finit par agir. À partir de 1848, des expéditions de recherche furent organisées. Elles prirent plusieurs formes. Des navires envoyés par le détroit de Lancaster, d'autres tentant une approche par le Pacifique, et même des missions terrestres partant de la baie d'Hudson. L'objectif était simple en apparence: retrouver des traces, établir un contact, ramener des informations. Mais la réalité était plus complexe. L'Arctique ne révélait pas facilement ses secrets. Les zones à explorer étaient vastes, les conditions difficiles, les indices rares. Les équipes de recherche, bien qu'expérimentées, se heurtaient aux mêmes contraintes que celles qui avaient immobilisé Franklin. Et pourtant, ces expéditions produisirent un effet inattendu. Elles enrichirent considérablement la connaissance de la région. De nouvelles cartes furent tracées, des côtes explorées, des passages identifiés. Ironiquement, la recherche de Franklin contribua à accomplir, en partie, l'objectif même de son expédition. Mais pendant plusieurs années, aucune preuve définitive ne fut trouvée. Des camps abandonnés, des objets isolés, des traces anciennes. Autant d'indices, mais rien qui permette de reconstituer une histoire complète. Le mystère restait intact, alimentant les spéculations. C'est à travers les Inuits que les premiers récits plus précis émergèrent. Des explorateurs comme John Ray, parcourant les terres arctiques, recueillirent des témoignages. Ils parlaient d'hommes blancs, maigres, tirant des bateaux sur la glace, de corps retrouvés le long de la côte, de camps abandonnés. Certains récits évoquaient même des pratiques extrêmes, suggérant que la faim avait poussé les survivants au-delà des limites acceptables. Lorsque ces informations atteignirent la Grande-Bretagne, elles provoquèrent une réaction complexe. D'un côté, elles offraient des réponses. Elles confirmaient que l'expédition avait échoué, que les hommes avaient quitté leur navire, qu'ils avaient tenté de survivre. Mais de l'autre, elles heurtaient profondément les valeurs victoriennes. L'idée que des marins britanniques, disciplinés, formés, aient pu recourir à des actes jugés sauvages était difficile à accepter. Le débat s'ouvrit. Certains rejetèrent les témoignages inuits, les considérant comme peu fiables, exagérés, mal interprétés. D'autres, plus ouverts, reconnaissaient que ces récits provenaient d'observateurs directs, familiers du territoire. Lady Jane Franklin elle-même s'opposa à certaines de ces conclusions. Elle défendit l'honneur de son mari, insistant sur l'image d'une expédition courageuse, digne jusqu'au bout. Pour elle, accepter certaines versions revenait à altérer la mémoire de ceux qui étaient partis. Ce débat dépassait la simple question des faits. Il révélait une tension entre deux visions du monde, celle d'une société attachée à ses idéaux et celle d'une réalité qui ne se conformait pas à ses idéaux. L'Arctique, en ce sens, ne remettait pas seulement en cause les capacités techniques. Il interrogeait les certitudes morales. Au fil des années, les recherches continuèrent. De nouvelles expéditions furent lancées, certaines financées par l'État, d'autres par des initiatives privées, souvent soutenues par Lady Franklin. Chaque mission ajoutait une pièce au puzzle, mais sans jamais le compléter entièrement. Le mystère devenait une présence durable. Il s'inscrivait dans les conversations, dans les publications, dans l'imaginaire collectif. Franklin n'était plus seulement un homme, il devenait un symbole, à la fois de courage, de perte et d'une question restée sans réponse. Et pendant ce temps, quelque part dans l'Arctique, les dernières traces matérielles de l'expédition attendaient encore d'être découvertes. Lorsqu'en 1859, l'expédition dirigée par Francis McClintock découvrit le message laissé sur l'île du roi Guillaume, ce ne fut pas une révélation spectaculaire, mais une confirmation silencieuse. Le document, soigneusement déposé dans un cairn de pierre, ne contenait ni récit détaillé, ni description dramatique. Il énonçait des faits. La mort de Sir John Franklin en juin 1847, l'abandon des navires en avril 1848, le départ de 105 hommes vers le sud. Rien de plus. Et pourtant, ces quelques lignes transformèrent tout. Pendant 14 années, l'expédition avait existé dans un espace d'incertitude, alimenté par des hypothèses, des récits fragmentaires, des espoirs persistants. Désormais, une structure se dessinait. Les dates, les décisions, les grandes étapes devenaient visibles. Mais ce que ce message offrait en clarté, il le laissait en silence sur l'essentiel. Que s'était-il réellement passé après ? La réponse ne viendrait jamais entièrement. Les découvertes suivantes,
Des objets abandonnés, des restes humains, des témoignages recueillis auprès des Inuits permirent d'esquisser une image, mais jamais de la compléter. Des os portaient des marques suggérant que la faim avait poussé les survivants à des gestes extrêmes. Des camps improvisés indiquaient des tentatives d'organisation tardive. Des effets personnels, dispersés le long des routes, témoignaient d'une progression lente, désordonnée. Ces éléments, lorsqu'ils furent rapportés en Grande-Bretagne, provoquèrent une réaction complexe. D'un côté, ils apportaient des réponses. Ils confirmaient l'échec, la lutte, la fin progressive. Mais de l'autre, ils entraient en conflit avec l'image que la société victorienne souhaitait préserver. L'idée que des officiers et des marins britanniques aient pu, dans leur dernier effort de survie, franchir certaines limites morales était difficile à intégrer. Alors, une autre narration s'imposa. Franklin fut célébré comme un héros. Les monuments érigés en son honneur parlaient de courage, de dévouement, de sacrifice. Les détails les plus dérangeants furent atténués, parfois ignorés. Ce n'était pas nécessairement une volonté de nier la réalité, mais une manière de lui donner un sens compatible avec les valeurs de l'époque. Lady Jane Franklin joua un rôle central dans cette construction. Par son engagement, par sa détermination, elle contribua à orienter la mémoire de l'expédition. Elle ne cherchait pas seulement la vérité, elle cherchait à préserver une dignité, à inscrire l'histoire dans une continuité honorable. Dans une société où la réputation avait une valeur presque sacrée, cette démarche trouvait un écho profond. Mais au-delà de la mémoire publique, une autre forme de compréhension commença à émerger, plus discrète, plus progressive. Les explorateurs qui suivirent tirèrent des leçons. Ils observèrent que la rigidité des méthodes européennes avait ses limites dans un environnement aussi particulier. Ils reconnurent, lentement, l'importance des savoirs inuits, leur capacité à se déplacer, à se nourrir, à s'adapter. Là où Franklin avait emporté des navires lourds et des structures complexes, d'autres commencèrent à privilégier la légèreté, la flexibilité. Le passage du nord-ouest, lui, ne disparut pas. Il resta un objectif, mais sa perception changea. Il ne s'agissait plus seulement de tracer une ligne sur une carte, mais de comprendre un système, un environnement vivant, mouvant. Lorsque Roald Amundsen réussit finalement à le franchir au début du XXe siècle, ce ne fut pas avec des navires imposants et des provisions massives, mais avec une approche plus humble, plus attentive aux réalités locales. Ainsi, l'échec de Franklin contribua indirectement à cette réussite. Non pas comme une étape prévue, mais comme une leçon. Au fil du temps, l'expédition cessa d'être seulement une tragédie pour devenir un objet d'étude. Les scientifiques, les historiens, les archéologues s'y intéressèrent sous différents angles. Les causes de la mort des hommes furent examinées, scorbut, malnutrition, exposition au froid, mais aussi intoxication au plomb, potentiellement liée aux conserves ou au système d'eau des navires. Ces analyses, menées bien après les événements, apportèrent une dimension nouvelle. Elles montraient que le danger ne venait pas uniquement de l'extérieur. Il pouvait aussi résider dans les solutions elles-mêmes, dans ces innovations perçues comme des avancées, mais encore imparfaites. Au XXIe siècle, les découvertes des épaves de l'Erebus et du Terror, reposant sous les eaux glacées, offrirent un regard encore plus intime sur cette histoire. Les objets retrouvés, vaisselle, instruments, effets personnels, témoignaient d'une vie quotidienne soigneusement organisée, d'un effort constant pour maintenir l'ordre au cœur du chaos. Ces vestiges ne racontaient pas la fin, mais ils confirmaient ce qui avait toujours été présent depuis le début. Que cette expédition n'avait pas été une folie, qu'elle n'avait pas été menée par des hommes imprudents ou ignorants. Elle avait été le produit d'une époque convaincue que la discipline, la technologie et la persévérance pouvaient résoudre les dernières énigmes du monde. Une époque qui voyait dans chaque espace blanc une invitation et dans chaque obstacle une étape vers le progrès. L'Arctique cependant ne répondait pas à cette logique. Il ne s'opposait pas violemment, il ne détruisait pas immédiatement. Il résistait simplement, en imposant sa propre temporalité, ses propres règles. Il transformait les certitudes en attentes, puis les attentes en incertitudes. L'expédition Franklin ne s'est pas terminée dans un fracas. Elle s'est dissoute. Dans la glace. Dans le temps. Dans le silence. Et peut-être est-ce précisément cette absence de conclusion nette qui lui donne sa place particulière dans l'histoire, car elle ne raconte pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que l'on croyait possible
et ce que le monde, parfois, refuse de devenir.